Je vous propose de débuter cette nouvelle séance du conseil municipal pour le lundi 15 avril 2024. On va débuter avec l'appel nominatif. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche a donné procuration à Julien Fichot. Vanessa Moller. Présent. Philippe Pourteau. Présent. Marina Bonnet a donné procuration à Laurence Gutiérrez. Hervé Labadie. Présent. Sandrine Dreyfus. Présente. Stéphane Maton a donné procuration à M. Nicolas Dardy. Philippe Jorgui-Berry ne saurait tarder. Il était retenu sur un feu là que vous avez peut-être entendu à Saint-Paul-et-Dax. Mais logiquement, il était parti à 18h, m'a-t-il dit, de Dax. Donc il va arriver. Philippe Sabaté. Présent. Laurent Pétriac. Présent. Jos Salmon. Présent. Bruno Milan a donné procuration à Jos Salmon. Françoise Argous. Présente. Serge Beauchir. Présent. Marie-Christine Mirabel. Présente. Nathalie Sabatier. Présente. Hélène Ducoral a donné procuration à Nathalie Sabatier. Nicolas Dardy. Présent. Marie Daré-Merlou. Présente. Virginie Daré-Merlou. Virginie. Elle n'est pas là. Mais elle n'est pas là. Oui, bon, mais elle n'a pas donné procuration. Marion Lissaillou, du coup, a donné procuration à Françoise Argous. Isabelle Aspetia. Présente. Florence Roura a donné procuration à Mathieu Vigne. Mathieu Vigne. Il est là, hein. Oui, il est là. Il est dans le On l'a oui, vu. au téléphone. Mike Bresson. Présent. Pénélope Lanterne. Et Didier Sorce a donné procuration à Isabelle Aspetia. Donc je vous propose sur ce nouveau conseil municipal de nommer, alors je réfléchissais qui c'est qui est le plus jeune, la plus jeune, Marie Daré-Merlou, secrétaire de séance. Est-ce que lors de l'envoi du procès verbal du 14 mars 2024, il y a eu des commentaires ou des questions sur celui-ci? Je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, juste vous préciser que donc, vous avez reçu d'une manière exceptionnelle le dossier du conseil municipal 12 jours avant la séance. Et, vous avez vu, c'est l'administration française qui s'est dit que ce serait une bonne chose de faire ça. C'est vrai que les périodes budgétaires ne sont pas du tout contraintes dans les services des mairies, donc rajouter ces 12 jours, je peux vous dire que ça a été encore plus compliqué, déjà que c'était pas simple avant. Juste vous dire que il n'y aura plus de signature. Vous savez, avant on signait à chaque fois lors de des votes du budget, les maquettes des budgets. Là vous allez voir, du coup les élus présents à la séance sont indiqués directement dans les maquettes. Vous dire qu'il y avait une petite erreur dans un ratio sur la page 4 pages en fin de document, du coup sur la M57, bon, c'est vraiment anecdotique, mais je préférais vous le préciser. On va vous faire passer un document pour la délibération 44, comme d'habitude, sur l'approbation des montants de subvention 2024 aux associations. Vous allez noter les associations dont vous faites partie, en adhérent simple en fait. Comme ça, vous ne partirez pas au vote pour cette association, mais on ne fait qu'un vote. Et ensuite, vous avez peut-être déjà, je ne sais pas si le directeur général l'a déjà distribué, il va le faire. C'est ça? Oui, il va le faire. On vous propose donc sur la délibération 45, puisque maintenant nous avons eu toutes les caractéristiques pour l'offre de ligne de trésorerie, pour l'offre retenue, sachant qu'il n'y a pas trop de surprises, c'est l'AFL qui a également du coup été retenue pour cette ligne de trésorerie. Donc on l'abordera tout à l'heure après le budget avec Hervé Labadie. Donc je vous propose de commencer la séance.
avec donc la 32e délibération de l'année sur la vente du terrain Résigné 2, on l'appelle comme ceci. Du coup, vous vous souvenez peut-être que la commune, il y a quelque temps, avait réalisé une consultation en vue d'une cession amiable sur 3 terrains que la commune possédait. Le terrain Asler, le terrain Niort et ce terrain donc de Résigné 2. Dans un premier temps, on avait eu des réponses donc pour tous les terrains, même plusieurs réponses, avec plusieurs aménageurs. Et c'était la société FNA qui avait fait la proposition pour ce terrain Résigné 2. Finalement, ils n'ont pas pu mener à terme l'opération, ou en tout cas pas dans les caractéristiques qui nous convenaient. Et donc du coup, il y a eu une nouvelle proposition par la société PHT IMO, et du coup qui correspond un peu mieux à nos attendus, et donc qui nous amène à vous faire donc la proposition d'une vente de cette parcelle pour un prix qui avait été ambitionné dès le départ à 300 000 euros pour 2454 mètres carrés. On est sur un projet du coup de collectif, d'une petite résidence collective, dont les détails seront travaillés évidemment à la commission citoyenne des avant-projets immobiliers. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui ne situeraient pas Résigné 2, c'est un terrain qui... Alors, moi je suis élu depuis 16 ans, ça fait 16 ans que c'est des sujets, puisque c'est dans la continuité des maisons individuelles qui avaient été construites tout le bord. Ce terrain avait été dans un premier temps vendu à un promoteur, ensuite le promoteur n'avait pas fait l'opération, ensuite des lots individuels. Bon, mais là on est plus nombreux, plus très nombreux à se souvenir de cela. On est que, voilà, Monsieur Bresson, Joss, Laurence, c'était il y a longtemps. Et du coup, la volonté était de... Il est complexe ce terrain aussi parce qu'il faut des micropieux. Bon, voilà. Donc là, le principe, on vous propose d'approuver le principe de vente d'une partie de cette parcelle, d'autoriser le maire à réaliser les actes juridiques administratifs et d'autoriser la société PHT IMO à déposer les autorisations d'urbanisme, même si on n'est pas encore de suite sur le permis de construire, puisqu'il y a encore un peu de travail et qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas vous proposer de simulation et de perspectives définitives, puisqu'il y a encore un gros boulot au niveau de l'architecture, de toutes ces choses-là. Donc, mais en tout cas, le principe est là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette délibération? Oui, Isabelle. Alors, nous abstiendrons sur cette délibération, surtout par rapport au terrain Asler, puisque c'est un terrain que nous avions préempté à l'amiable lorsque nous étions à la majorité, puisque ce terrain était en vue par des promoteurs pour faire des logements, et qu'on sait bien tous ici autour de la table qu'il y a une grosse problématique au quartier neuf avec la sortie de l'école, donc la sécurité déjà est compliquée. Il y a un flux de véhicules déjà assez important, et là on va rajouter un nombre de véhicules encore supplémentaires, ce qui va donc augmenter donc, les problèmes déjà existants. Donc voilà, au moins c'est dommage parce que le terrain Asler est sur cette délibération. Peut-être qu'on aurait pu voter pour les autres. Non, mais pardon, je vous coupe, je comprends pas. En fait, là, on parle pas du terrain Asler. Ben, On parle. Il y a Non. Asler dans la délibération. Non, il y a non, Asler, oui, mais il faut la lire, la délibération. Ben, Considérant qu'il a été ainsi organisé une consultation. C'est juste, on rappelle qu'il y a une consultation pour ces 3 terrains, mais là, on ne vote rien par rapport au terrain Asler. Le terrain Asler, on l'a déjà voté depuis plusieurs mois, le terrain Asler. Là, on vote le terrain uniquement du Résigné. C'est uniquement ça, l'approbation. C'est dommage d'avoir mis les 3 sur la délibération. Mais non, mais c'est pas, on ne parle pas de vente de ces terrains. On parle simplement de la consultation. C'est juste, on réexplique un peu pourquoi on en arrive à cette délibération. C'est uniquement les considérants. C'est-à-dire que c'est le contexte qui nous amène à vendre ce terrain.
le contexte qui nous emmène avant ce terrain, c'est qu'à l'époque, on explique un peu la manière de faire. Voilà, c'est en aucun cas lié au terrain Asler. Là, on ne parle pas du tout du terrain Asler. Oui, monsieur Bresson ? Oui, donc je vous confirme que ça marche là, que l'opposition s'abstiendra sur cette délibération en ce qui concerne le terrain résigné, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, ce terrain aujourd'hui est un terrain qui est très inondable, qui est régulièrement inondé tous les ans dès qu'il y a des abats pluvieux importants, ce qui pose problème aux riverains qui se situent à l'aval, puisqu'on a une pente qui vient de la zone résidentielle et qui descend vers une zone d'habitat moins dense. Donc ce que l'on craint, c'est que l'urbanisation de ce terrain-là ne soit de nature à aggraver les inondations, puisque en fait on imperméabilise une zone qui ne l'est pas. Donc forcément il y a une aggravation, sauf à ce qu'on fasse des bassins suffisamment conséquents pour s'affranchir de cette aggravation. Mais surtout, ça risque d'aggraver les inondations sur les quelques 4-5 maisons qui sont à l'aval. Donc on sait la difficulté qui est celle de la commune en ce qui concerne l'habitat social, on y a nous-mêmes travaillé, mais nous pensons que ce terrain-là est un terrain particulièrement difficile. Vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné, hein, c'est un terrain qui laissera des fondations profondes. Donc pour l'habitat social, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux, ce qui explique le sens de notre vote. Alors effectivement, le sujet de, bon, comme dans tous les endroits de la commune, j'allais dire, hein, le sujet sur le ruissellement des eaux est traité. Bon, ça c'est évidemment un sujet primordial, et d'autant plus sur cette parcelle. C'est effectivement un sujet qu'on a abordé avec l'aménageur, parce qu'on voulait lui imposer certaines choses au niveau de ce projet. Notamment, je mets en parallèle, il y a quelques semaines, je l'avais évoqué, la commune a lancé un schéma pluvial qui va donner ses conclusions. Et on a intégré justement cette parcelle dans le schéma pluvial. Et par exemple, le plus au sud de cette parcelle, c'est-à-dire proche des habitations, on est en train de faire une étude justement puisque il y a les connexions évidemment avec ce petit ruisseau, et on est en train de faire une étude, un travail un peu plus abouti sur cette parcelle avant de lancer, on va dire, le travail en partenariat avec le cabinet d'études de l'aménageur également. C'est-à-dire que l'idée, c'est que notre bureau d'études à nous et leur bureau d'études à eux travaillent en commun avant de faire ces différents pieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, c'est des endroits qui peuvent avoir des contraintes, comme d'autres endroits, hein. Je veux dire, chaque fois qu'on fait un projet immobilier, il peut y avoir des contraintes, que ça soit de terrain, que ça soit d'orientation, que ça soit lié à l'aspect paysager autour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une pleine centralité, qu'on est sur un zonage constructible, et qu'on est quand même dans une zone où personne ne s'étonnera qu'il y aura un projet immobilier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, on va dire, identifié comme... et d'ailleurs, le voisinage, et j'en connais quelques-uns, puisque j'habite à 100 mètres, sait très bien que ce terrain est... Même, pour vous dire, il y a des aménageurs qui ont été les voir avant que nous, on soit en contact avec eux. Et donc c'est ça, effectivement, oui, il y a des contraintes. Il y a la déclivité, par exemple, par rapport au bord de route qu'on a évoqué avec le promoteur, qui est une réalité. Il y a, par exemple, c'était l'un des écueils de l'aménageur précédent. Lui, s'il voulait faire quelque chose de plus étendu, eh bien, il se rapprochait du ruisseau, et nous, ça nous allait pas... Enfin, du ruisseau, en tout cas. C'est pas un ruisseau non plus, hein, parce que c'est juste les eaux de... Oui, il y a un ruisseau. Ouais. Oui, mais en fait, c'est les eaux du parc. C'est un ruissellement, voilà. Donc du coup, là, ma satisfaction, c'est que même si je dis que l'architecture n'est pas encore terminée, on a quand même un aménagement de principe par l'aménageur qui est satisfaisant aussi pour ces raisons-là. Voilà, aussi pour ces raisons-là. Et on n'aurait pas été à cette étape-là de la délibération si on n'avait pas eu ces certitudes par rapport à l'aménageur.
C'est-à-dire, très clairement, c'est-à-dire que l'aménageur met de l'argent par rapport à ses contraintes et que d'autres n'avaient pas ces repères-là. Pour réagir par rapport à vos propos, je pense que ce terrain qui est constructible, vous l'avez très bien dit depuis plusieurs décennies, s'il n'est pas construit à ce jour, quand on connaît les promoteurs et la chasse au terrain qu'ils font, c'est qu'il y a des raisons. Oui. Et ces raisons-là nous poussent à nous abstenir. Et c'est pour ça et d'ailleurs, mais ça, il n'y a pas de souci. Moi, vous l'avez évoqué, sur le logement social, je le dis, c'est une priorité de la commune et on va le verbaliser aujourd'hui d'une manière très forte avec, pour moi, l'une des délibérations les plus importantes, la délibération 46 sur le contrat de mixité sociale. Oui, c'est vrai que ça a penché aussi dans ce sens de la vente, de faire 10 logements locatifs intermédiaires là. Évidemment, le locatif intermédiaire qui est revenu dans le feu d'actualité avec les déclarations du Premier ministre il y a quelques semaines, qui envisage de l'intégrer dans la loi SRU. Alors, il se trouve que nous, on avait les relations avec l'aménageur bien avant la déclaration de Gabriel Attal, mais il se trouve que c'est une réalité. Mais ça sera aussi 10 familles de plus accueillies sur un terrain relativement confortable, puisque là, en l'occurrence, on pourra, comme il y a une petite emprise au sol, c'est un projet modeste. Il aurait été peut-être plus important s'il y avait eu moins de contraintes. Du coup, on reste modeste, puisque ça va être 10 logements. Pour être très clair. Je peux prendre la parole ? Oui. Je voudrais rajouter, pour vous rassurer, et pour rassurer peut-être les riverains de ce projet, aujourd'hui, ce qu'on préconise aussi, c'est une infiltration des eaux à la parcelle. Donc sur ce projet, il y aura des études qui seront menées et sans doute des casiers de rétention qui seront posés sur la parcelle. Donc, sur cette parcelle, effectivement, le risque d'inondation n'est pas très important. Ce sera peut-être plus pour les riverains une problématique, mais évidemment, tout ce genre de problématique est étudié en amont avant la réalisation des projets. Après, il n'empêche que notamment la résidence du Résigné, qui est au bout, entre guillemets, là, c'est sûr qu'on reste attentif. C'est un des points qu'on a évoqué avec le bureau d'études. Et du coup, on est en train de voir, il y a différentes actions qui pourraient être menées justement pour la résidence du Résigné qui finalement est au bout et la plus concernée. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Ensuite, on va ouvrir tout bon conseil municipal inclut un tableau des effectifs, Monsieur Labadie. Donc je passe la parole à Hervé Labadie pour la mise à jour traditionnelle du tableau des effectifs. Hervé. Effectivement, il est nécessaire de prévoir la création de 6 emplois au tableau des effectifs au titre des avancements de grade de l'année 2024, compte tenu du déroulement de carrière statutaire des agents, à savoir un poste de technicien principal de première classe catégorie B à temps complet, un poste de chef de service de police municipale principale de deuxième classe catégorie B à temps complet, un poste d'assistant de conservation principal de première classe catégorie B à temps complet, un poste d'agent de maîtrise principale catégorie C à temps complet et un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe catégorie C à temps complet. Il ne s'agit pas de nouvelles embauches. En conséquence, nous vous proposons de valider le nouveau tableau des effectifs qui fait apparaître un nombre de 153 effectifs budgétaires pour 123 postes pourvus, soit 106,16 effectifs à temps plein, et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions ? Je ne pense pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 34, réévaluation de la rémunération d'agents contractuels sur emploi permanent. Hervé. Bien que le statut de la fonction publique territoriale prévoit le recrutement d'agents des collectivités par concours, dans le cas d'absence de candidats, il est possible de recourir à des embauches en contrat à durée déterminée de droit public pour les catégories B et A. Notre collectivité a procédé à la création en date du 27
septembre 2010 d'un emploi permanent d'attaché à temps complet en CDI, emploi de catégorie A, pour assurer les fonctions de responsable de service finance RH, et la création à compter du 1er juin 2021 d'un emploi permanent d'ingénieur territorial à temps complet en CDD, emploi également de catégorie A, pour assurer les fonctions de directrice des services techniques et de l'aménagement. Les rémunérations ont été fixées en référence à la grille indiciaire de la fonction publique correspondant à l'échelon et l'indice brut initiaux de chaque poste. Ces agents de catégorie A, employés en CDI ou CDD, ont bénéficié d'une réévaluation au moins tous les 3 ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. À l'avenir, et afin de suivre le déroulement de carrière prévu dans la fonction publique, il vous est proposé de prévoir la réévaluation de la rémunération de ces employés par référence à la grille indiciaire de la catégorie A. En conséquence, il vous est demandé de fixer la rémunération du poste contractuel emploi permanent de catégorie A, responsable du service finance RH, sur la base de l'indice de rémunération correspondant au 10e échelon de l'échelon indiciaire au grade d'attaché à compter du 1er mai 2024, et de fixer la rémunération du poste contractuel emploi permanent de catégorie A, directrice des services techniques et de l'aménagement, sur la base de l'indice de rémunération correspondant au 9e échelon de l'échelon indiciaire du grade d'ingénieur à compter du 1er juin 2024. La rémunération de ces 2 agents sera réévaluée à l'avenir par référence à la grille indiciaire de la catégorie A de la fonction publique selon les textes en vigueur. Monsieur le maire est chargé de procéder à toutes les formalités. Merci beaucoup Hervé. Voilà aussi la particularité de la fonction publique, c'est qu'il y a aussi maintenant des contractuels et qu'il faut gérer des étapes, on va dire, de ces contrats. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette... Oui, Mike Bertrand. Juste une question. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'augmentation de rémunération auquel cette disposition correspond? Moi déjà, là, comme ça, j'ai aucun chiffre avec moi. Non, mais passé ou à venir? Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont passer au 1er mai et puis au 1er juin pour l'autre, d'une rémunération qui est X aujourd'hui. C'est juste pour savoir à quoi ça correspond avec ce nouveau système. C'est pas forcément une augmentation, hein. C'est juste une question. C'est la régularisation de la situation. C'est plus ça. Hein. D'accord, donc l'échelon a été choisi en fonction de la situation actuelle. Tout à fait. Oui. Vous avez indirectement votre question est aidante pour l'Assemblée parce que c'est pas matériellement une augmentation. C'est surtout le basculement entre guillemets de CDD. C'est ça. C'est-à-dire gérer l'avenir pour eux. Et du coup, l'augmentation sera liée au bon vouloir de l'État et de l'augmentation du point d'indice. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette 3e délibération de la soirée. On va passer donc maintenant à la continuité de notre travail budgétaire entamé au mois de mars. Et j'en profite pour remercier les services de la commune, les services finances, les services de la direction générale. Parce que c'est vrai que c'est des budgets, comme je l'ai dit le mois dernier, de plus en plus compliqués. Alors je regrette parce que ce soir on va vous proposer un petit pot et juste le service finance était absent aujourd'hui. Mais du coup je souhaitais les associer forcément à ces moments parce que malheureusement je pense que c'est de plus en plus difficile et que ça va être de plus en plus difficile pour les services aussi de construire ces budgets à l'avenir. Et donc aujourd'hui on va entamer, au-delà de l'affectation des résultats, mais entamer aussi notre budget 2024 avec Hervé, et on débute avec l'affectation du résultat du budget 2023, assez classiquement. Hervé, adjoint aux finances sur ce sujet. Merci. La délibération d'affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif qui a été adopté le 14 mars 2024. Le résultat cumulé d'exploitation issu de la compensation des résultats
les sections fonctionnement et investissement, doit être intégrée au futur budget principal primitif lors du vote de ce dernier qui va intervenir tout à l'heure. Comme expliqué lors du rapport d'orientation budgétaire, ainsi qu'en commission finances du 11 avril 2024, le résultat déficitaire de la section fonctionnement, 167 467,34, doit être considéré comme le résultat de la maîtrise du fonctionnement de la collectivité, qui a vu la suppression de la dotation de solidarité rurale pour 160 000 et la hausse conjuguée des frais de personnel et des charges générales subies en cours d'année. En conséquence, nous vous proposons d'intégrer à la future section de fonctionnement le résultat cumulé d'exploitation d'un montant de 931 807,85 € et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Donc affectation du résultat. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, Monsieur Bresson. Oui, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Labadie, on taxe la suppression de la DSR comme étant la principale cause de nos difficultés. Alors je veux bien reconnaître que c'est évident qu'à partir du moment où on a cette recette en moins, ça devient plus difficile. Et ma question est la suivante, elle s'adresse au maire. Nous avions les mêmes difficultés lorsque nous étions dans la majorité et nous étions parvenus à faire maintenir cette dotation rurale de solidarité. Est-ce que, puisque nous avons un député dont le rôle est aussi de défendre la commune, vous vous êtes adressé à notre député pour appuyer le dossier auprès des services de l'État afin de tenter de maintenir cette dotation, parce qu'il faut dire que la commune d'Ondres, qui est une commune plus importante que Saint-Martin, bénéficie de cette dotation, alors que vous ne bénéficiez plus de la dotation. C'est que le chef qui est au cabinet. Nous, on subit les conséquences de l'aménagement de quelques serres entre la ville de Bayonne et nous. Sans ces serres, nous serions encore considérés comme commune rurale. Donc je pense qu'il y a matière à défendre le dossier. Et bon, je suppose que vous l'avez défendu. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez demandé aux députés d'aider et d'appuyer votre dossier? Alors, plusieurs choses. Parce que je comptais justement en parler dans le vote du budget tout à l'heure. Parce que, évidemment, ce n'est pas la cause principale et l'unique de ce déficit et des difficultés budgétaires de la commune. Mais c'est quand même, vous le concédez, je pense, 320 000 €. Forcément, on est obligé de faire des parallèles. On a un déficit de 167, 320, bon, voilà, évidemment. C'est quand même une somme importante quand on regarde un contexte qui est aussi un contexte particulier, moi je le redis. 89 000 € d'augmentation d'électricité. Vous imaginez, enfin, c'est des périodes d'inflation qu'on n'a pas connues depuis longtemps et qui grèvent quand même nos budgets de manière forte. Donc c'est sûr que mis ça sur le dessus, c'est contraignant. Alors juste une petite précision, c'est plus tout à fait la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle plus des serres, pour résumer, je vais simplifier, il ne parle plus des serres. Ils disent, c'est plus l'INSEE qui considère que l'agglomération bayonnaise ayant atteint un certain nombre d'habitants a dans son rayon d'action Saint-Martin-de-Seignances, comme la Mouguère, Ustaritz, Ondres, et du coup qu'on fait partie indirectement, administrativement presque, de l'aire urbaine bayonnaise. Effectivement, j'ai de bonnes raisons de croire qu'on va officiellement on va dire aller faire une procédure envers l'État. Comme celle que nous avions faite. Voilà. Parce que pour l'instant, tous les retours que j'ai, alors non seulement j'ai sollicité le député, le sénateur, la préfète et l'association des maires de France. On est 7 communes en France dans la même situation. C'est-à-dire non plus sur le sujet vraiment d'un lien, on va dire physique presque, avec une agglo, mais plus
liées à la statistique d'évolution démographique d'une région. Et pour l'instant, tous les échos qu'on a vont dans le sens que c'est une mauvaise utilisation de cette donnée INSEE qui est faite par l'État. En fait, c'est une remise en cause c'est une remise en cause de la cause jugée, puisque l'affaire avait été jugée en première et en seconde instance, et nous avait donné raison, et avait donc maintenu la dotation de solidarité rurale pour la commune. Donc à partir du moment où il y a une remise en cause du statut rural de la commune de Saint-Martin, c'est qu'il y a forcément un justificatif. Quel est ce justificatif? Si c'est l'INSEE, de la même façon, nous avions, je crois me souvenir, argumenté sur le fait que l'INSEE était dans l'erreur en nous classant. Donc je pense que c'est une remise en cause de la chose. Oui, Hervé, je te voyais réagir. Oui, donc je ne comprenais pas dans la même problématique. On en a parlé à la commission finances. La première procédure avait pour base la différence entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Et le préfet des Landes avait retoqué une dotation à tort, parce qu'il n'avait pas compétence sur les Pyrénées-Atlantiques. Là, c'est changé. Là, c'est le rattachement à la communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques, de Bayonne, et il n'y a plus cette différence de département. Donc une agglomération peut être rattachée à une communauté de communes d'un département voisin sans que cela remette en cause la décision. C'est pour cela qu'on a changé notre fusil d'épaule. On ne remet pas en cause la suppression de la dotation, parce que c'est perdu. On a eu suffisamment de retours qui nous a expliqué qu'on ne pouvait pas remettre en cause sur le droit la suppression de la dotation. Mais par contre, on est en train de dire, non mais attention, l'argument pour nous la supprimer, c'est notre rattachement à la communauté de communes des PA. Et c'est une ineptie, c'est une erreur. Donc on veut essayer de sortir de cette communauté de communes, en tout cas au niveau INSEE. Donc c'est deux problématiques différentes et une procédure nouvelle qui s'engage avec peut-être un peu d'optimiste quand même. Oui. Enfin, moi je le dis parce que quand je vois les argumentaires, je ne vois pas comment... aujourd'hui, pour être précis, on est rattaché officiellement à l'aire urbaine bayonnaise. Oui. Voilà, aire urbaine. Ce qui est malheureux, c'est de devoir aller, comme on l'a fait au tribunal, y compris jusqu'en deuxième instance, pour pouvoir bénéficier d'un rappel et ensuite du versement de la dotation. Mais le jeu en vaut la chandelle, et 320 000 euros, moi je le dis. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous évoquiez, évidemment, c'est pas la seule cause, mais en fait, pour nous, de rattraper 320 000 euros sur des charges courantes, c'est démentiel. Enfin, je veux dire, sur le fonctionnement, ça veut dire, au quotidien, rogner sur le service public au quotidien, ça veut dire, au niveau des ressources humaines, au niveau des matériaux utilisés, au niveau des remplacements des camions, au niveau de tout ce petit fonctionnement du quotidien, du carburant, de tout ça, du chauffage dans les bâtiments publics, c'est surtout ça. Alors nous, on a un repère, on est en train, et je remercie le directeur général et Hervé de travailler fortement sur ça, on est en train d'essayer de baisser sur tous les postes budgétaires de la commune de 10%. Voilà. L'année dernière, c'était 5% notre ambition. Mais là, c'est 10%. On n'a pas d'autre choix. Donc, alors on essaie de construire nos budgets dans cette optique-là. J'espère qu'effectivement, on va pouvoir... On en reparlera tout à l'heure. Du coup, je vous propose de passer au vote pour l'affectation du budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 6 abstentions, merci. On va maintenant affecter le budget, le résultat du projet de ville, budget projet de ville. Hervé. Pour les mêmes considérations que le résultat du budget de la commune, mais avec moins d'enjeux, nous vous proposons d'affecter le résultat négatif du budget annexe projet de ville d'un montant de 14 337,29 € au déficit reporté d'investissement, résultat qui a été adopté le 14 mars 2024, et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je vous remercie.
On va passer maintenant au versement par anticipation d'une partie du solde du budget annexe projet de ville vers le budget principal. Hervé. Le budget annexe projet de ville comporte des opérations de lotissement, certaines étant clôturées, la ZAC Maisonnave, Gassanet, Tounique, Plaisance et Résigné, et d'autres en voie d'achèvement, Niort et Alma. Compte tenu de la possibilité de reverser une partie de l'excédent d'un budget annexe administratif vers le budget principal de la commune, les délibérations et les dernières perspectives de fin d'opération du budget annexe projet de ville nous permettent d'envisager un virement anticipé de son solde d'exécution vers le budget principal de la commune, en attente de la réalisation définitive de l'ensemble des programmes et de la clôture de ce budget annexe. En conséquence, nous vous proposons d'approuver le reversement d'une partie de l'excédent du budget annexe au projet de ville 2024 vers le budget principal de la commune à hauteur de 150 000 €, ainsi que de procéder aux écritures comptables de régularisation comme décrites dans la délibération, et d'autoriser monsieur le maire à engager toute procédure et signer tout document permettant la réalisation de cette opération. Merci Hervé. Donc voilà, vous l'avez compris, 150 000 €. Ça fait partie aussi des sujets qui peuvent être faits maintenant avec ces budgets annexes. Et ça, c'est aussi le travail avec le conseiller aux décideurs locaux qui nous a permis de l'envisager. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, monsieur Vincent. Une question plutôt qu'un commentaire. Dans un passé qui n'est pas si lointain, il était interdit de verser une subvention d'un budget annexe au budget principal, au motif que ce budget annexe avait des recettes qui étaient des recettes affectées à une dépense particulière. Je pense notamment au budget de l'assainissement, par exemple, qui est un budget annexe, qui bénéficie des taxes versées par les consommateurs d'eau. Et donc c'est une interdiction absolue, ce qui n'avait pas empêché un précédent conseil municipal il y a fort longtemps de faire une subvention et que ça passe à l'as à la préfecture. Mais c'était formellement interdit. Là, tu nous expliques que c'est un budget annexe administratif et que c'est autorisé. Alors j'aimerais bien avoir la référence de cette autorisation, parce que je me suis posé des questions sur la possibilité de le faire ou pas, sachant que les recettes de ce budget annexe sont vraiment très différentes des recettes d'un autre type de budget annexe. Oui. Alors moi j'allais faire une réponse de ce que je l'ai fait tout à l'heure. C'est le percepteur qui nous a dit que c'était possible lors d'une rencontre régulière qu'on fait avec eux. Oui, parce que ce ne sont pas des recettes qui touchent la population générale. Après, il ne faut pas confondre le transfert du budget annexe dans le budget principal. Là, c'est une partie des réserves du budget annexe, c'est pas pareil. C'est bien ce que je disais. D'accord, mais tu as parlé de subvention, enfin là, c'est pas une subvention. C'est fonctionner un budget annexe pour verser sur le budget principal. En l'occurrence, sur l'assainissement, c'était pas possible. De toute façon, c'est la finalité, le budget annexe, c'est la finalité, quand il sera clôturé, à être versé dans le budget de la commune. Donc c'est simplement une opération d'anticipation. Non, mais si le percepteur donne son aval. Ah ben en plus. Ah oui. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je vous remercie. Donc nous allons approuver maintenant le budget primitif 2024 sur le budget principal. Donc du coup, je passe de suite la parole à Hervé Labadie. Alors nous n'allons pas revenir sur la présentation faite lors du rapport d'orientation budgétaire qui a donné lieu à notre débat. Mais il nous paraît important de rappeler que le budget primitif principal 2024 que l'on soumet à ce vote est très contraint et compliqué à équilibrer. La section fonctionnement pâtit principalement de la baisse des dotations de l'État, conjuguée à la hausse des charges incompressibles, sauf à baisser le niveau de service public que l'on doit rendre à nos concitoyens. Même s'il s'agit d'une estimation, d'un point de vue réglementaire, le budget doit respecter les grands équilibres. Équilibre général du budget, ainsi qu'à l'intérieur de chacune des deux sections, équilibre entre les opérations d'ordre. La sincérité est respectée en ne surestimant pas des recettes ni en ne minorant pas des dépenses. Le principe de prudence est largement utilisé et les dépenses obligatoires sont inscrites.
Et enfin, l'annuité d'emprunt en capital est bien couverte par les ressources propres de la section investissement. En conséquence, nous vous proposons une section de fonctionnement qui s'équilibre à 8 336 729 €. En recettes, les recettes fiscales sont évaluées à 4 768 000, dont 4 23 294 d'impôts locaux et dotations de l'État pour 1 496 700 €. En dépenses, deux postes principaux. En tout premier lieu, les frais de personnel, qui sont estimés à 4 720 000 et les charges générales à 2 540 000. Ces deux postes représentent ce qu'on appelle le taux de rigidité, sur lequel nous disposons de très peu de levier. Mais nous pouvons compter sur la bonne santé financière de notre collectivité, avec un report comptable qui permet d'absorber et d'amortir les conséquences de ce contexte économique toujours défavorable. Indéniablement, comme déjà évoqué, la section fonctionnement sera surveillée de très près, section qui est le pilier de notre système budgétaire. La section investissement trouve son équilibre à 7 772 681,61 € et contrairement à ce qu'on a pu connaître lors des années précédentes, elle ne subit pas les mêmes difficultés que la section de fonctionnement. Les réserves foncières accumulées lors des mandats précédents nous permettent d'envisager avec sérénité des investissements ambitieux et indispensables pour répondre aux besoins de la commune en pleine expansion. 3 projets marquants en 2024, dont 2 voient leur achèvement avec la médiathèque pour 900 000 € et le centre technique intercommunal pour 2 400 000 €. À noter le coût final du centre technique bien supérieur à l'estimation initiale, qui est dû, comme on l'a déjà évoqué, au contexte économique et à l'augmentation des matières premières, du coût des matières premières. L'autre projet concerne la réhabilitation des vestiaires du stade Barrère pour 600 000 €, indispensable à la sécurité et au confort des utilisateurs. Il n'y aura pas de nouvel emprunt en 2024, mais le recours à des prêts relais destinés à couvrir le décalage entre la réalisation des programmes et la vente des réserves foncières. En conséquence, nous vous proposons d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal selon les modalités indiquées et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Monsieur Bresson. Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de délibérations. Je crois me souvenir, Monsieur le maire, que lors de votre campagne électorale et lors de votre mise en place en tant que maire, vous aviez très fortement critiqué la gestion du personnel de la précédente municipalité et vous aviez proposé de réaliser un audit sur le personnel communal. Donc je suppose que cet audit a été fait. Oui. Jamais de la vie. Bien sûr que oui. Je suis. Non. Si. Mais allez-y. Donc je suppose que cet audit a montré un résultat d'une belle efficacité de la gestion précédente, parce que en ce qui concerne l'augmentation du budget de personnel, en 2019, le budget charge de personnel était de un peu moins de 3 600 000 €. Nous sommes passés en 2024 à un peu moins de 4 700 000 €, soit 1 100 000 € en plus, ce qui fait une augmentation de presque 31%. Donc 31% d'augmentation en 5 exercices budgétaires, ça nous fait 220 000 € de plus par an. Donc voilà, je tenais à le souligner, ça me paraît très important. C'est peut-être le reflet de besoins, mais je dois dire que ça m'a rappelé vos critiques assez acerbes sur la gestion précédente du personnel, sur la gestion du personnel communal par la municipalité précédente. Deuxième observation, lorsque vous avez fait le choix de gérer de façon communale la police municipale et surtout les transports, nous vous avions alerté sur le fait que, pour ce qui nous concerne, nous aurions préféré une gestion communautaire. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des charges que représente
à la fois les transports et la police municipale, cela montre que nous avions raison. Ça ne veut pas dire pour autant que vous auriez pu obtenir cette prise en charge par la communauté de communes, mais je pense que compte tenu du contexte politique de la communauté de communes, c'est un combat qui aurait dû être mené. Je regrette qu'il ne l'ait pas été. Ça, c'est pour le budget de fonctionnement. En ce qui concerne le budget d'investissement, j'ai juste une question, puisque bon, vous nous avez décrit les difficultés qu'on comprend en matière de gestion du budget de fonctionnement. Ça signifie tout simplement que la capacité d'autofinancement de la commune est nettement réduite. Et que donc, vous allez faire appel à l'emprunt. Alors, j'ai ma réponse. C'est un hochement de tête. Donc, ça veut dire que pour équilibrer le budget d'investissement, il y a plusieurs solutions. Soit on réalise moins, ça s'équilibre d'autant plus facilement. Soit on fait appel à des aides extérieures. Bon, c'était notre ligne de conduite, mais sans oublier de faire appel à l'emprunt, parce que l'emprunt, c'est aussi une façon de financer ces investissements lorsque les taux sont encore relativement bas. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui que ça ne l'était les années passées, donc je regrette que pour ce qui concerne les années passées, vous n'ayez pas fait appel à l'emprunt, ce qui nous aurait permis de bénéficier de taux extrêmement bas pour les collectivités, puisque c'était inférieur à 1% en taux annuel, alors qu'aujourd'hui, on est revenu sur des taux qui sont beaucoup plus élevés. Voilà. Donc j'ai eu ma réponse, pas d'appel à l'emprunt. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, non, il est allumé. Oui, c'est important et ça montre pour la commune ce que je pense être un changement de vision et de gestion. C'est que jusqu'à présent, la section de fonctionnement servait de pilier, servait à générer des montants qui permettaient d'investir, servait à emprunter. C'est vrai que maintenant, ce n'est plus possible. Donc, on a la chance, et c'est la volonté que l'on fait avec le service et le DGS, de dissocier les deux gestions, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on considère que la section d'investissement est quasiment s'autofinance justement grâce aux réserves foncières dont on dispose, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir recours ni au surplus du fonctionnement que l'on n'a pas, ni à l'emprunt. Donc, dans l'esprit maintenant, et peut-être pendant encore 2 ans, il faudra dissocier ces deux sections, fonctionnement, investissement, et gérer les collectivités, et les annonces du ministre des Finances ne nous aident pas, ne nous donnent pas d'optimisme. Il faudra les gérer différemment, mais encore une fois, on peut aborder la section investissement sereinement, parce qu'on a les moyens de nos ambitions. Ce qui revient, alors on le traduit de façon un peu différente et humoristique, c'est vendre ses bijoux pour acheter sa voiture. En gros, c'est ça. Bon, il y en a qui préfèrent emprunter ou avoir un autofinancement plus important. Alors vendre le bijou, je ne sais pas, mais quand un ménage a un livret, et s'il a besoin d'argent, je pense qu'il va utiliser le livret. Il ne va pas garder le livret pour garder le livret et se priver de ses besoins. Donc nous, on a la chance d'avoir ces réserves. Oui, on va les utiliser. Je pense qu'elles avaient été réalisées pour cela. Mais charge à nous, après, quand on aura rétabli la situation, à de nouveau faire des réserves foncières. Mais aujourd'hui, ces réserves sont à notre disposition. Il n'y a aucune raison qu'on ne les utilise pas. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? C'est pas ce que j'ai dit. Les bijoux de famille. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est quand on ne fait que vendre du foncier pour financer un budget d'investissement, il va arriver un moment où on n'aura plus de foncier. Et si on n'a plus les moyens d'acheter du foncier, il va arriver un moment où ça va devenir difficile de financer un budget d'investissement. Voilà. On va savoir s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Non. Alors, juste, M. Bresson, pour revenir, et d'une manière générale, pour aussi clôturer sur ce budget 2024, qui est un moment toujours important pour une commune, et encore plus dans le contexte qu'on connaît.
Bon, la première chose, c'est jamais. Cherchez-moi un document où j'ai parlé d'audit RH. J'ai jamais parlé d'audit RH pendant la campagne. Mais non. Non, Mike Bresson. Alors là, demandez aux 23 élus qui est autour de cette table si pendant la campagne on a parlé d'audit RH. Jamais. Donc ça, voilà, que ça soit clair, net, c'est clair. Jamais. Ah, mais si, totalement. Ah, mais totalement. Ah, mais vous voyez bien la réaction de mes collègues, il n'y a personne qui... Ah non, mais... Les autres, ils vont pas dire B. Hein. Mais citez-moi un document ou un truc. Je vois Isabelle qui rigole aussi, mais... Oui, on l'a bien entendu pendant la campagne. Mais où, sur quel... Qu'on gérait mal le personnel et qu'il fallait faire, il y en avait trop, il fallait faire un audit, ça a été... Mais jamais, mais sur aucun document de campagne. Donc il ne me semble pas vous avoir vu à mes réunions de campagne. C'est pas joli, hein. Franchement, c'est pas joli. Bon. Je vous dis comme je le pense, c'est pas joli. Bon, ça me paraît, on dirait une caricature de débat dans un conseil municipal. Bon, c'est pas bien grave. Non, mais jamais j'ai évoqué cela, donc, et c'est pas du tout de ma manière de voir les choses au niveau politique. Reprenez vos discours, alors. Ah oui, sans problème. Je me rappelle... Vous les avez écrits, donc vous Oui, mais ça, je sais exactement ce que j'ai dit pendant la campagne, tout à fait, je vous confirme. Donc jamais j'ai évoqué cette critique RH, et encore une fois, je m'en serais bien gardé. Ça fait 16 ans que je suis conseiller municipal, et je sais la difficulté de gérer une équipe d'une centaine d'agents. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur la politique municipale, c'est un débat qu'on a eu politique, clairement, et on ne voit pas les choses de la même manière. Ça, clairement. Les polices communautaires et ce qu'on avait fait assez tôt dans le mandat avant de créer cette police municipale, c'est qu'on a été sur le terrain voir des organisations de police communautaire. D'ailleurs, Jos Salmon, qui est en face de moi, avait fait le tour de police qui était organisée de cette manière, et on en avait tiré les conclusions avec l'adjoint à la sécurité et aux voiries, Philippe Jourigui-Berry, que c'était pas le bon repère. Donc ça, c'est un choix qu'on assume aujourd'hui comme hier. Je ne sais pas si aujourd'hui la police municipale fonctionne correctement. Si elle fonctionne aussi bien pourrait fonctionner une police communautaire, parce que je crois qu'il y a des difficultés pour conserver le personnel. C'est pas une critique que je fais du personnel. Ah, mais c'est marrant de la police. ça. C'est marrant de... Il y a aujourd'hui des gens qui ne restent pas dans la commune, qui vont ailleurs pour des raisons qu'on peut fort bien comprendre. Donc je ne suis pas sûr qu'une police communautaire aurait moins bien fonctionné que ne fonctionne aujourd'hui la police municipale à Saint-Martin, pour des raisons indépendantes de la volonté du conseil municipal. S'ils sont mieux payés ailleurs, ils vont ailleurs. Voilà. Donc la difficulté, elle est réelle aujourd'hui. Alors, donc je continue, du coup, et je vous donne la parole quand même, M. Bresson, parce qu'autrement ça va vite être... voilà. Donc chacun prend la parole à des moments pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc je continue. Au niveau de la police municipale, on ne voit pas les choses de la même manière. Nous, on croit que une police communautaire fait perdre le lien entre le maire, qui est donc officier de police judiciaire, et sa police municipale, et il nous semblait compliqué de la mettre en place sur notre territoire. On n'a pas changé d'avis, et on pense même qu'on a pris la bonne décision il y a 2 ans en allant dans ce sens. Je vous confirme que je suis très satisfait des services de la police municipale de Saint-Martin-de-Séguence. Vraiment. Encore une fois, ma petite expérience d'élu me montre que c'est un repère qui manquait sur notre commune. Moi, je suis très fier d'avoir créé ce service. Je pense que les habitants aussi sont fiers d'avoir une police municipale maintenant à leur côté. Je le vois de multiples occasions. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous informer qu'au mois de mai, il y a une rencontre qui est organisée avec une réunion au niveau de la police municipale et la population. Ensuite, juste sur les questions budgétaires, moi je pense qu'il n'y a pas d'unique bonne solution. Je pense qu'il faut s'adapter à des situations. Gérer une commune d'un point de vue, c'est s'adapter à un contexte, s'adapter à nos capacités. Aujourd'hui, le contexte est douloureux pour les charges de fonctionnement au quotidien. Encore une fois, cette période inflationniste est très complexe. Ces décisions financières liées aux dotations sont compliquées également. Je ne vais pas revenir sur les déclarations que j'ai faites au mois de mars, mais vous avez compris que j'étais assez inquiet sur l'avenir des collectivités en France d'une manière générale. Et ensuite, l'utilisation du prêt, M. Bresson, on a emprunté l'année dernière. On a déjà emprunté. C'est simplement qu'en fait, la bonne exécution d'un budget, c'est le phasage. Et en début de mandat, on a fait quelque chose d'assez simple, c'est qu'on a tracé
le cap de ce qu'on voulait pour les 6 ans à venir. Et en fonction de ce cap, que je vais redonner, hein, qui est très clair, hein, et qui fait partie, avec la médiathèque et le CTM, de 2 projets sur les 6 gros projets qu'on avait évoqués, on ajuste un budget et une stratégie financière. Aujourd'hui, la stratégie financière, par exemple, si on prend le budget 2024, elle est intimement liée avec le centre technique municipal. On construit un nouveau centre technique municipal et on fait un pré-relais sur le terrain du centre technique municipal qui sera revendu demain à un aménageur. Mais ça, c'est une stratégie financière cohérente et de bon sens et qui nous évite des frais financiers trop importants sur un emprunt classique et qui nous amène aussi de la souplesse. C'est ce que nous avions fait également. Voilà, donc voilà, c'est ça aujourd'hui, je pense, qu'il faut bien appréhender. Effectivement, il faut aller chercher toutes les subventions possibles, c'est pour ça, et d'ailleurs on va évoquer tout à l'heure les subventions au niveau de la médiathèque, et je serai très content d'annoncer dans les semaines à venir, lors de l'inauguration, le plan de financement de cette médiathèque. J'aurais voulu en dire autant pour le CTM, mais après, voilà, il y a une réalité de projets qui sont mieux réceptionnés que les autres par les cofinanceurs, hein. Bon, c'est comme ça. Sur le CTM, on va avoir 20% de DETR, c'est déjà ça. On va essayer de grappiller un petit peu tout ce qu'on peut grappiller. On est en train d'avancer sur les projets de photovoltaïque, où on arrive à grappiller aussi quelques euros au niveau de la toiture. Donc je pense qu'il faut surtout avoir une stratégie financière qui s'ajuste en fonction de nos projets pour atteindre en tout cas nos objectifs d'investissement. Par exemple, sur l'emprunt, moi je le dis, dans les années à venir, on a prévu une nouvelle salle Camiade, donc entre le bourg et le quartier neuf, et elle aura besoin d'une mobilisation d'emprunt forte, parce qu'on sait que son niveau de financement ne sera pas comme une médiathèque, même s'il sera plus important que le CTM, j'espère. Mais en tout cas, aujourd'hui, ne pas mobiliser de l'emprunt sur 2024, c'est un geste aussi pour préparer l'avenir et pour le mobiliser d'une manière plus importante en 2025-2026. Vous l'aviez vu dans la courbe aussi de l'endettement, on a un endettement qui est plutôt sur une phase descendante, et c'est aussi profiter de cette capacité de désendettement qui se nourrit pour nous, pour retrouver de l'allant. Je profite aussi pour vous dire que lors de la délibération prochaine qu'on va voter sur les emprunts, on a quand même 3 établissements qui nous ont fait des propositions. C'est déjà bien. Et, ça peut être plus compliqué. Alors il se trouve que c'est l'AFL qui répond à chaque fois positivement, mais je suis moins content quand même qu'il y ait 3 établissements qui nous fassent des propositions. Donc oui, le budget est compliqué. Oui, aujourd'hui, comme l'a dit Hervé, juste pour terminer et conclure, je suis quand même satisfait parce que la médiathèque, le centre technique municipal, ça va être 2 projets majeurs pour la commune qui vont structurer la commune. On a aussi ce projet important quand même, 600 000 euros au niveau des vestiaires du foot avec une association qui frôle les 350-400 licenciés, qui va aussi structurer cette association avec des vestiaires un peu plus accueillants. Donc voilà, donc moi en tout cas je suis satisfait. L'année prochaine on aura ce projet Chapelle qui sera au budget 2025 et au budget 2026, en tout cas 2025-2026, ce projet Camiade. Voilà, le cap il est tracé, il est phasé, tout ne va pas se faire en 1 ou 2 années, mais en tout cas le cap est clair. Et aujourd'hui, même si c'est une période forcément turbulente pour nos finances au quotidien, on va s'accrocher, on va travailler au quotidien, on va essayer de faire des économies partout où on peut les faire. Vous parliez tout à l'heure des fois annuler certains projets et de les reporter. Eh bien moi j'ai pas de honte à dire que oui, si à un moment donné les finances de la commune ne permettent pas de finaliser tous les projets, eh bien oui, on en décalera. Évidemment, j'allais dire. Parce que notre mission aussi, au niveau du conseil municipal, c'est aussi de tenir les finances et de ne pas mettre en péril ces projets majeurs. Ça, c'est clair. Les projets majeurs, il faut les tenir. Donc, oui, monsieur Bresson. Oui, un dernier mot. Finalement, je me réjouis que vous ayez rejoint notre stratégie, même si la nôtre était aussi de faire des emprunts, c'est-à-dire celle qui consiste à vendre du foncier pour générer des recettes. Une stratégie que vous n'avez eu de cesse de critiquer pendant 6 ans, lorsque nous l'avons appliquée, en nous traitant, et c'était de bonne guerre, de bétonner la commune. Voilà.
Je sais pas, on doit mal se comprendre dans mes propos et dans mes écrits, monsieur Bresson, parce que... Ah, ça, c'est pas des écrits, c'est des promenades au travers Saint-Martin que vous faisiez oui. avec quelques amis. Oui, mais alors vous auriez dû venir. Ah, mais on avait des gens qui étaient là. Oui, mais vous auriez dû venir écouter, parce que je pense que c'est... et ça, vous pouvez pas me l'enlever, parce que vous savez très bien que c'est ma manière de faire. J'ai toujours essayé, et notamment quand j'étais dans l'opposition, de faire des choses constructives, qui n'étaient pas simples. J'ai ma collègue Laurence Gutiérrez qui était élue avec moi quand on allait faire le budget participatif tout seul dans notre coin. Je peux vous dire que c'était pas simple, et je pense que vous savez de quoi je parle aujourd'hui. Et je pense que j'étais un peu plus constructif que ce que vous m'en décrivez, monsieur Bresson. En tout cas, c'est pas les échos que j'ai. Et il me semble, monsieur Bresson, que au mois de mai 2020, si j'étais si négatif que ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu le même résultat au niveau de l'élection de 2020. Je vous propose de passer au vote et de voter ce budget 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Et donc le budget de notre ville est adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc la 39e délibération, c'est l'approbation du budget primitif et de ce fameux projet de ville qu'on a évoqué tout à l'heure. Hervé. Comme on a pu le faire pour les comptes administratifs et les comptes de gestion, et afin de gagner en efficacité et en temps, je vous propose une présentation groupée des deux budgets annexes primitifs suivants. Le budget annexe projet de ville et le budget annexe logements sociaux, et de procéder à un vote séparé, compte par compte, à l'issue de cette présentation globale, après avoir répondu à vos interventions éventuelles. La présentation du projet de ville, la présentation du projet du budget primitif annexe du projet de ville présente un équilibre dans sa section de fonctionnement de 1 129 569,65 € et un excédent d'investissement avec un montant de recettes de 949 564,65 pour 943 901,94 € de dépenses. Il est donc présenté en suréquilibre dû à des régularisations d'écriture comptable. La présentation du budget la présentation du projet de budget primitif du budget annexe des logements sociaux se présente en équilibre avec la section de fonctionnement pour 35 280 € et la section d'investissement pour 62 382,76 € et ne connaîtra pas de variation à venir. En conséquence, nous vous proposons d'adopter les budgets primitifs 2024 du budget annexe au projet de ville et du budget annexe logements sociaux, selon les montants indiqués ci-dessous, et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanime. 26 abstentions. Je vous remercie. Et donc on va faire pareil. On va faire pareil donc pour l'approbation du budget logements sociaux. Hop, je l'ai là. La 40. Du coup, Hervé, je te relaisse la parole. Et j'ai fait parce que j'ai vu Hervé s'agiter, je me disais, mais pourquoi du coup ça m'a fait. C'est pour éviter les redites. Donc, on va évoquer maintenant ce qu'on a évoqué depuis quelques temps avec les APCP, les autorisations de programme et crédits de paiement, la mise à jour. La délibération 41. Hervé. Alors. Juste pour dire que du coup on a voté les deux budgets. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Délibération 41. APCP. 40. Autorisation de programme et crédit de paiement mise à jour. Afin de tenir compte de l'augmentation des coûts de construction du futur centre technique, non pris en compte lors de l'évaluation du montant initial de l'autorisation de programme décidée le 11 décembre 2023 pour 2 872 000 €. Nous vous proposons d'actualiser ce montant en le portant à 2 915 769,90 €
sur le budget primitif principal 2024 et d'en fixer la durée à 3 années, et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Bon voilà, ça c'est la nouveauté de la M57, et vous voyez maintenant il y a ces APCP, bon, c'est la nouveauté administrative. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, 6 abstentions, adopté à la majorité. On va passer donc à l'approbation des taux 2024 et je repasse la parole à Hervé Labadie pour lui permettre de souffler juste en introduction et pour faire court, parce que le débat avait été évoqué aussi lors du dernier conseil municipal sur les taux qu'on ne souhaitait pas augmenter. Même si, vous voyez, j'ai été abordé ce matin par un habitant qui me disait « Mais pourquoi à Saint-Martin on n'augmente pas les taux ?» Voilà, c'est pour vous dire, parce que effectivement, dans le sud-ouest, chaque jour, vous voyez tous les conseils municipaux qui augmentent les taux de fiscalité pour les raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans toutes les mairies de France et de Navarre, c'est les mêmes problématiques que chez nous. C'est-à-dire à arriver à conclure les budgets avec ces périodes budgétaires si compliquées, il n'y a pas de solution miracle. Hervé. Vu l'état numéro 1259 fourni par la Direction départementale des finances publiques, qui fait apparaître les bases actualisées des impôts locaux 2024, d'où découle un montant d'impôts et de compensations et autres allocations de 4 023 224 €, dont 3 908 192 € provenant exclusivement des impôts locaux, la collectivité ne modifiera pas les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que celui sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Par contre, nous maintenons la majoration de 60% sur les recettes de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, prévue par la délibération numéro 2023-83 en date du 29 septembre 2023. En conséquence, nous vous proposons de valider les taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 41,43%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 74,13%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 18,51%. Et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Bresson. Nous voterons pour cette délibération de manière tout à fait exceptionnelle, parce que vous l'avez compris, nous sommes abstenus sur toutes les délibérations budgétaires, mais celle-ci, nous tenons à souligner que il est bien pour la population que la commune n'augmente pas ses impôts, parce qu'on a pu constater que ça n'est pas le cas de ce qu'ils ont à payer, puisque le département des Landes a considérablement augmenté la part qui lui revient depuis quelques années, et chacun a eu à subir ces augmentations-là. Donc c'est bien que la commune ne les augmente pas. Par contre, on peut craindre que dans les années à venir, vous ne soyez conduit à une augmentation de la taxe sur le foncier bâti ou sur le foncier non bâti. Peut-être qu'on va m'y obliger. Voilà. Alors, est-ce que vous y serez obligé? Je ne l'espère pas. Mais en tout cas, nous redoutons que vous soyez conduit, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, des charges municipales qui auraient pu être transférées à la communauté de communes. Je crains que ce soit un des éléments qui compte, avec d'autres, qui comptent sur le fait que vous soyez obligé d'augmenter les impôts fonciers. Je rajouterai un élément, Monsieur Bresson, la suppression de la taxe d'habitation, qui pourrait aussi... voilà, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Elle est compensée quand même. Oui. Vous savez qu'elle n'est pas compensée. Vous savez ce que je dis. 36 000 € en moins pour une commune comme Saint-Martin, c'est-à-dire un poste de travail. Sur quel montant? Non, mais là je n'ai pas... 36 000 € en moins en tout cas, c'est pas l'euro près. Oui, mais c'est epsilon. C'est pas l'euro près. 36 000 €, on ferait de bons projets avec 36 000 €. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie.
On va maintenant passer sur le sujet des subventions. On va évoquer le Collège François Truffaut pour une petite précision et les associations pour les subventions 2024. La 43e délibération subvention au Collège François Truffaut et je passe la parole à Nicolas Lardy. Oui, donc c'est une délibération administrative puisqu'en fait lors du conseil municipal précédent, nous avions attribué 6 765 € de subventions correspondant à 27,50 € par élève de la commune scolarisé au collège François Truffaut. La subvention avait été accordée au foyer socio-éducatif qui a été dissous depuis. Donc il faut modifier la délibération pour l'attribuer directement au collège pour qu'ils puissent faire bénéficier les élèves de ces fonds. Bon voilà, c'est comme le dit Nicolas, c'est administratif. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité sur cette délibération. Et maintenant je passe la parole à Vanessa Moller pour l'approbation des montants pour les subventions aux associations. Bonsoir à tous. Donc, dans cette délibération, il convient de voter le détail des subventions accordées aux associations pour l'année 2024. Alors cette année, la Commission a travaillé sur un système de critérisation en mettant en avant 5 priorités, donc la présence d'une activité enfant-jeunesse, du projet associatif, du nombre de licenciés, de la participation à la vie locale et enfin la part de subvention municipale dans le budget global de l'association. Cela nous a permis de mettre l'accent sur certains points à améliorer, mais aussi de valoriser les points forts des associations et ainsi de déterminer le montant de la subvention. Pour rappel, le budget des subventions avait été augmenté de 11% en 2023. La volonté en 2024 est de maintenir les montants des subventions, car comme vous le savez, c'est une attribution très attendue dans la vie d'une association. Dans le tableau, vous avez la proposition des montants accordés aux associations en 2024. Je tenais à signaler le travail effectué par les élus de la commission vie associative depuis 2020, afin de sensibiliser les associations à plus d'équité et de transparence dans la demande de subvention, mais aussi à ajuster cette demande suivant le projet ou bénéfice de l'année. Ainsi, certaines assos ont su adapter la demande en diminuant ou bien en ne demandant aucune subvention cette année. Ce qui explique aussi la différence du total entre 2023 et 2024. Sur le tableau. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer comme ci-dessous, enfin comme dans le tableau, les montants en euros accordés en 2024 aux associations de la commune, de préciser que ces dépenses seront prélevées à l'article 65 748 du budget primitif 2024 et Monsieur le maire et Madame la maire adjointe en charge de la vie asso, ainsi que Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Vanessa. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération? Non. Bon, mais moi je voulais juste remercier Vanessa pour son travail parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail chaque année sur les subventions 2024 avec la réception de nombreuses associations pour certaines liées à leur budget, mais aussi pour d'autres liées à leur activité. Des associations qui peuvent aussi connaître des difficultés, donc on essaie aussi de faire le relais au quotidien sur ces associations. Moi je constate quand même qu'on a la chance sur Saint-Martin, je le redis, mais on a 61 associations sur Saint-Martin, ce qui est vraiment la particularité de notre commune. Il faut qu'on soit attentif à ce tissu associatif, à ces bénévoles. Je pense aussi qu'il faut qu'on soit attentif à l'engagement d'une manière générale sur notre commune, parce que c'est vrai qu'on voit dans certaines assemblées générales que ça peut être difficile de trouver des relais. Donc à nous d'inventer aussi des accompagnements pour ces bénévoles. Je le dis aussi que la démarche sport santé qui avait été entamée par la commission sport de Vanessa avance bien. On le voit, on a des associations aussi qui jouent le jeu et qui veulent même continuer à se former pour accueillir des personnes qui se réadaptent à une pratique sportive. Et enfin, voilà, par rapport à l'augmentation du budget de l'année dernière, puisque je rappelle que nous avions augmenté
Les subventions des associations, c'était un geste fort hein, quand on parle de nos difficultés financières, d'augmenter les subventions des associations de 11% l'année dernière. Mais on arrive à maintenir les associations à ce niveau. Je le dis très clairement, vous pouvez lire les articles dans Sud-Ouest également. Beaucoup d'associations ont vu leurs subventions baisser cette année dans de très nombreuses communes. Hein, dans beaucoup de communes, par exemple, pas plus loin que Bayonne, hein, vous avez la plupart des associations qui ont eu leur budget de baisser de 5%, c'est symbolique, mais il y a eu des baisses quasiment dans une grande majorité des collectivités. À Saint-Martin, on a quand même la chance de pouvoir maintenir et de vouloir, c'est une volonté, maintenir ce montant-là, comme on a la volonté sur le budget du CCAS, puisqu'on avait conseil d'administration tout à l'heure, de ne pas baisser le budget du CCAS. Voilà, je pense qu'il y a des verrous qu'on veut ne pas débloquer, et le sport, la culture et le social, c'est des verrous sur lesquels on veut rester ambitieux. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ces subventions 2024. Alors je vous propose, parce que vu que le temps avance, Vanessa Moller doit nous quitter puisqu'elle est allée vers son activité professionnelle. Je vous propose de passer la délibération donc qu'elle devait présenter, la délibération 48. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, c'est une délibération assez classique. Hein, de toute manière, hein, c'est l'achat de matériel d'instruments de musique. Et je passe la parole à Vanessa, la délibération 48. Oui. Donc c'est pour l'achat d'instruments de musique c'est la Banda qui nous a fait une demande classique bien connue de tout le monde. Donc c'est pour un achat d'un saxophone, d'un trombone et une batterie et de ses accessoires pour un montant de 2 690 € hors taxe, sachant que donc, le conseil départemental des Landes aide à l'acquisition de matériel à hauteur de 45% pour un minima de 2 500 € hors taxe, et qu'à ce titre, le conseil départemental des Landes participerait à hauteur de 1 210,89 € et que la commune prendrait en charge le solde de 1 479,99 € plus la TVA. Donc je vous propose, monsieur le maire, Madame la maire adjointe en charge de la vie associative et Madame la maire adjointe en charge de la culture, de la bonne application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale, j'ai envie de tout dire. Merci Vanessa. Donc voilà, délibération c'est classique pour la Banda. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie unanimité sur cette délibération. Merci Vanessa et bonne nuit de travail. Donc on va passer à l'avance et l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Je repasse la parole à Hervé Labadie, adjoint aux finances. Qui a pu récupérer. Pour permettre de mobiliser des fonds à tout moment et très rapidement pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie, notamment dans le cadre du préfinancement des opérations d'investissement en cours de réalisation et dont le versement des subventions acquises n'a pas encore été perçu, nous vous proposons de contracter auprès d'un organisme bancaire l'ouverture d'une ligne de trésorerie permettant à notre collectivité d'effectuer des demandes de versement de fonds en tant que de besoins et des remboursements. Ces tirages et remboursements se font au jour le jour et n'ont pas d'impact au niveau de l'endettement de la collectivité. Seuls les frais financiers étant comptabilisés au budget en section de fonctionnement. On peut comparer cette opération à une autorisation de découvert bancaire pour des particuliers. Comme précisé en début de séance, l'offre la mieux disante a été produite par l'agence France Locale, AFL. En conséquence, nous vous proposons de souscrire une ligne de trésorerie auprès de l'organisme bancaire AFL pour un montant de 1 million d'euros, suivant les caractéristiques mentionnées dans la délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de ligne de trésorerie et de procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans ce contrat, disposant de tout pouvoir à cet effet, de demander le déblocage des fonds tels que précisés,
ci-dessus et de s'engager à verser toutes les ressources nécessaires au remboursement de la ligne de trésorerie réalisée en veillant à la bonne exécution de la présente décision. Pour quand même précision, il ne s'agit pas d'un emprunt. Une ligne de trésorerie. Je te remercie. Hervé, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Non. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je suis en ligne de trésorerie. Donc, je vous propose ensuite de passer sur la délibération numéro 46, le contrat de mixité sociale. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une délibération très importante qu'on vote ce soir et permettez-moi, pour une fois, d'en être fier. D'en être fier parce que aujourd'hui, on le voit, le sujet du logement, malheureusement, n'intéresse que peu le gouvernement. Et c'est d'ailleurs incompréhensible. D'ailleurs, tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, ne comprennent pas cette position attentiste au sujet du logement. On était en conseil d'administration du CCAS tout à l'heure, où le représentant du Secours populaire se lamentait encore de cela avec nous et nous partageait ses difficultés au quotidien. Et c'est vrai que dans le cadre du PLH qui est en cours sur la commune, avec un nombre de logements imposés et une référence d'un taux plancher au niveau du logement social, eh bien, ce qu'on vous propose ce soir de voter, c'est donc un contrat sur 3 ans, comme vous l'avez vu, qui permet du coup de mobiliser d'une manière générale tout un tas de dispositifs, d'outils que vous connaissez déjà, mais c'est finalement un peu mettre sur une convention avec l'État et avec le PFL et la communauté des communes, bien, tous les acteurs autour de la table pour dire les ambitions de notre commune sur ce sujet. Je le dis d'autant plus, tout à l'heure je parlais de fierté, surtout pour cette précision-là, c'est-à-dire que c'est au-delà d'un contrat de mixité sociale, c'est un contrat rehaussant. C'est-à-dire qu'on fait encore plus que ce qu'on pourrait faire dans cette ambition-là. Vous le voyez à l'écran, puisque on aurait, si on avait fait le classique, c'était 67 logements, là nous, on passe à 82 logements pour ce contrat de mixité sociale. Et je vais vous faire une annonce toute simple. On est l'une des premières communes en Aquitaine à faire ce genre de contrat. Voilà. Donc, je veux dire, c'est quand même aussi un moment important parce que notre conseil municipal va être l'un des premiers en Aquitaine à le faire. Voilà. Donc, c'est quand même ça donne aussi un moment encore plus solennel. Évidemment, aujourd'hui, je voulais réévoquer quand même certains chiffres avec vous, que vous pouvez voir dans la convention. La commune de Saint-Martin compte 483 logements sociaux aujourd'hui. La communauté des communes a quasiment 2000 logements en attente. 2000 demandes de logements en attente. Ça représente plus de 10%, plus de 20%, pardon, de la demande de tout le département des Landes. Alors, vous allez me dire, évidemment, on n'a pas la même problématique à Mont-de-Marsan que dans le Seignance, mais c'est pour vous dire aussi notre responsabilité politique. C'est-à-dire que on pourrait aussi faire le choix de rester au minima pour notre conseil municipal sur ces sujets. Non. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'être plus ambitieux, entre guillemets, que la normale. Et au-delà du locatif social, on a parlé tout à l'heure du locatif intermédiaire, des logements intermédiaires, qui permet aussi à certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, qui c'est qui vient
Et qui c'est qui obtient principalement un logement social? C'est les gens qui sont dans des urgences sociales. Et aujourd'hui, maintenant, sur le logement intermédiaire, c'est les logements qui étaient classiquement dans cette catégorie-là il y a quelques années. Donc quand on a voté tout à l'heure la délibération pour le projet Résigné 2, c'est aussi cette problématique-là, du déclassement de certaines personnes sur ce sujet de l'accès à un logement abordable. Donc aujourd'hui, tout à l'heure on évoquait le foncier, et c'est vrai qu'on fait partie d'un conseil municipal qui a toujours eu cette vision d'anticiper pour 30-40 années à venir, et juste vous rappeler que nous aussi on continue à le faire ensemble, les 29 élus, puisque il y a quelques semaines on a racheté un foncier, la propriété Esteban, sur la route Océane, et même par le passé on a continué à acheter dès qu'on le voyait des opportunités au niveau de la commune, dès qu'elle s'était permise, avec notre partenaire de l'EPFL. Et du coup, c'est d'abord aussi cette politique foncière qu'on s'est engagé à maintenir dans les outils du contrat de mixité sociale. L'idée, c'est aussi évidemment que la communauté des communes aide financièrement, et moi je me félicite de certains choix depuis plus de 10 ans au niveau de la communauté des communes sur l'aide. Alors vous allez me dire c'est symbolique, mais ça participe aussi à faciliter certaines opérations sociales, parce qu'aujourd'hui un bailleur social, il est en grande difficulté quand il veut concrétiser une opération, voire même il en annule en ce moment, il en annule. Nous, par exemple, on a réussi avec l'îlot Claverie, parce que c'était un aménagement public, à avoir dans une même opération du logement libre, du logement maîtrisé, de l'accession sociale et du locatif social, parce qu'on a eu un aménageur public, un bailleur social qui était au centre des débats. Et on a par exemple également AXL Habitat vendu en quelque sorte, parce qu'on peut quand même dire vendre, à l'euro symbolique, à 1 euro, un terrain dans le parc Amiade, hyper bien situé. On aurait pu tout à fait le vendre à un promoteur et empocher un petit pactole qui nous aurait peut-être sûrement évité certaines discussions tout à l'heure. C'est des vrais choix politiques. C'est des vrais choix politiques qu'on fait aujourd'hui sur ce sujet. C'est pour ça que je voulais aussi prendre le temps, parce que c'est pas anodin de signer ce contrat de mixité sociale. D'ailleurs, je vous l'annonce, Madame la Préfète va venir dans cette salle du Conseil municipal le signer, parce que évidemment, comme il n'y en a pas beaucoup en France qui le signent, mais pour elle aussi, c'est des moments importants au niveau de l'État. Voilà, donc je m'arrêterai à cette présentation-là. Vous avez compris les enjeux pour cette période de 2 ans qui s'ouvre, 2023-2025. Et du coup, je vous propose donc de m'autoriser en tant que maire à signer ce contrat de mixité sociale conclu entre l'État, la commune de Saint-Martin-de-Seignances, le PFL Landes Foncier, le département des Landes et la communauté des communes du Seignances. Et j'en profite pour vous informer, puisqu'on parlait de l'îlot, on va dire CTM, la commune est en train de travailler peut-être. Alors je mets des points d'interrogation avec le département des Landes sur un projet d'accompagnement foncier sur ce CTM potentiel, puisque le département veut être acteur, et on a la chance d'avoir un département dans les Landes qui veut être acteur sur le logement social, et il pourrait y avoir une opportunité aussi sur des portages fonciers. Donc on travaille avec eux de concert pour aussi ce foncier du CTM. Mais c'est un peu trop tôt pour vous faire des annonces, il y a un travail encore pendant quelques mois. Donc voilà, je vous propose de valider cette délibération. Oui, Mike Bresson, et ensuite Madame Gutierrez. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit concernant le gouvernement, qui ne ferait pas grand-chose en matière de logement. Je note quand même que le contrat social que vous allez signer, qu'on vous autorise à signer, est une des dispositions mises en place par le gouvernement, justement. Et que si on écoute les communes de droite qui sont très très loin de respecter le taux d'habitat social sur leur commune, comme ils sont vent debout contre les dispositions mises en place justement par le gouvernement, je crois qu'on peut peut-être un petit peu nuancer vos propos.
Certes, il n'est pas dans le rôle du gouvernement de construire des logements, ou en tout cas ça fait très longtemps que ça n'est plus dans son rôle. Son rôle, c'est de légiférer sur la façon dont on doit construire le logement. Et ce que l'on peut dire, c'est que le gouvernement a mis en place, et les précédents gouvernements ont mis en place une politique en ce qui concerne l'habitat social qui est extrêmement forte, puisqu'elle contraint les communes à un taux de 25% de logements sociaux, même si l'échéance de 2025 a été supprimée, qui conduisait à des pénalités extrêmement fortes pour les communes qui ne le respecteraient pas. Ce taux a été maintenu. Et les élus de droite des communes sont vent debout contre ce maintien. Donc, je nuance quand même vos propos. Ensuite, en ce qui concerne l'habitat social, je pense que c'est très bien d'augmenter le taux. Par contre, il faut être extrêmement prudent sur la façon dont on va réaliser cette mixité sociale. Je le dis souvent, il ne faut pas que ça aboutisse à de la ségrégation sociale, ce qui est la pire des choses en matière de mixité sociale, puisqu'on a une mixité qui est agrégée sur le territoire, qui est repoussée à une extrémité de la commune, et c'est toujours un problème social à vivre pour des décennies par la commune dans les années qui suivent. Donc moi, je suis tout à fait d'accord évidemment avec cette délibération et le contrat que vous proposez de signer, mais j'attire votre attention sur la réussite de ces opérations qui doivent être réellement de la mixité, et pourquoi pas une mixité jusqu'au niveau du bâtiment lui-même. Je sais que votre adjoint en charge de ce domaine, sans être réticent, pense que c'est difficile. Moi, je crois qu'il faut parvenir à cette mixité jusqu'au niveau du bâtiment lui-même, que c'est un gage d'intégration de populations en difficulté. Laurence ? Oui, donc moi je voulais juste rajouter une petite chose. Ce matin, lorsque je suis arrivée dans le bureau du CCAS, il y avait eu en 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, 5 demandes de rendez-vous pour du logement. Les demandes de rendez-vous se font uniquement sur des personnes qui habitent déjà la commune. Donc je ne vous parle même pas des autres demandes de personnes qui viennent des communes alentours. 5 demandes de logement social. Je vais recevoir ces personnes. Ces personnes que je vais recevoir sont, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, quasiment toutes dans l'urgence de trouver un logement pour de multiples raisons. Donc moi aujourd'hui, quand je vois ce contrat, je suis très fière de pouvoir que monsieur le maire puisse signer ce contrat. Je suis très heureuse, on va pouvoir contenter certains ménages, certaines familles avec des enfants ou des personnes retraitées qui ont besoin d'un logement décent et abordable. On ne va pas toutes les contenter, mais c'est déjà un début. Et voilà, la semaine dernière, on a reçu pour une remise des clés pour HSA, avec les nouveaux locataires de la résidence à Anton. C'était un plaisir. Il y avait parmi ces personnes un monsieur que j'ai reçu pour une demande de domiciliation. Donc un monsieur qui travaillait sur la commune et qui avait un CDI sur la commune et qui dormait dans sa voiture. Ce jour-là, quand on lui a remis les clés de son appartement, c'était une fierté pour la commune de pouvoir contenter ces personnes et leur donner un toit et une dignité dans leur vie. Voilà. Un mot complémentaire, parmi les difficultés, il y en a une dont on a parlé ces derniers jours, c'est celle de l'habitat social à vie. Et ça, c'est une vraie difficulté, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui, jeune, rentre dans un habitat social et qui évolue dans sa carrière au fil des années, se retrouve avec des revenus qui dépassent très largement les revenus maximum pour permettre de bénéficier d'un logement social et qui sont maintenus dans ce logement social. Alors ce sera peut-être difficile, mais je crois que c'est un sujet sur lequel il faut que
les élus de notre pays s'interrogent, voire éventuellement le faire. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Justement, on a reçu une personne de HSA cet après-midi et c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Mais ça ne solutionne pas le problème du logement dans sa globalité. Voilà. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si nous, on montre aujourd'hui une volonté, la production de logements, et ça, M. Bresson, évidemment que ce n'est pas l'État qui construit le nombre de logements, mais c'est l'État qui finance principalement, et qui peut financer par plein de dispositifs, à la fois fiscaux ou autres, et la production de logements s'effondre totalement. Et aujourd'hui, c'est un constat qu'on fait depuis de longs mois. On a eu des annulations diverses et variées au niveau du logement, et derrière, on ne voit rien du tout. C'est la crise. Rien du tout. Donc du coup, c'est pas que la crise, c'est quand on supprime différentes lois, même la loi Pinel avait des avantages. Même la loi Pinel avait des avantages. Elle crée du logement locatif. Et aujourd'hui, même dans le privé, ils le disent, même le plus libéral, même le moins libéral des acteurs du logement, des fois, je me suis retrouvé à certaines réunions encore il y a peu de temps, qui disaient, mais au final, la loi Pinel a créé du logement locatif. Et que là, en plus, bon, enfin, on ne sera pas d'accord sur... vous l'aurez compris, M. Bresson, mais ça, vous l'aviez compris bien avant la délibération sur le contrat de mixité sociale. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette délibération. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Laurent Pétriac pour un concours photographique qu'on va vous proposer. Oui, bon, le sujet est un peu plus léger. On en a besoin. Donc c'est le sujet du règlement d'un concours photographique qui est organisé par la commune. Donc nous avons voulu valoriser le patrimoine de notre ville en proposant aux résidents de la commune un concours photo qui est intitulé Objectif Saint-Martin. Donc ce concours sera ouvert du 30 mai du 15 mai au 15 juin avec une incitation aux photographes à s'approprier de manière ludique et créative la thématique suivante: Saint-Martin, la pierre, la terre. Mettez à l'image le patrimoine naturel et architectural de votre ville. Comme le règlement le stipule, seuls les photographes amateurs de plus de 18 ans seront autorisés à y participer. Un jury sera constitué pour sélectionner les photographies, donc toute la commission culture et communication, ainsi qu'un membre du conseil des sages et un membre du conseil municipal des jeunes. Les photographies seront jugées sur 3 aspects: la pertinence du sujet, l'originalité technique et l'intérêt artistique. Les 10 meilleurs clichés seront sélectionnés et feront l'objet d'une exposition ouverte à tous sur la place Jean Rameau durant cet été. Elle pourra servir à la communication de la ville. Elles seront aussi exposées au point com du Seignance à la rentrée suivante. Les 3 premiers recevront un lot. Donc, Hervé, tu seras content, les lots ça dans le budget, un de tes 3 budgets. Un bon pour un gratissement photo d'une valeur de 50 €, 2 places de spectacle sur la programmation culturelle de Saint-Martin-Seignance ou un panier de produits du terroir d'une valeur de 40 €. Ainsi donc, je vous propose d'adopter cette délibération 47, d'autoriser le maire à organiser le concours photographique Objectif Saint-Martin, d'approuver le règlement du concours, et donc on charge le maire adjoint en charge de la culture, ainsi que le maire adjoint en charge des ressources humaines et des finances, de l'application de cette délibération. Parfait, merci beaucoup Laurent. Une nouvelle initiative pour la commission culture. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, monsieur Bresson. Oui, j'avais juste une question. Est-ce que les participants cèdent leurs droits à la commune? Oui. C'est dans le projet. Oui, mais c'est pas marqué dans la délibération. Si, je crois que si. Vous n'avez pas lu, monsieur Bresson. Ah bon? Oh là. Il faut lire un peu plus loin. Ah, pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
On va continuer sur la culture et la médiathèque avec plusieurs délibérations et notamment sur le plan de financement, évidemment, puisqu'on est en conclusion de cette médiathèque. Philippe Sabaté. Oui, donc délibération 49. Donc pour toute demande de subvention pour le mobilier auprès de l'État par le biais de la Direction régionale des affaires culturelles, il convient de présenter un dossier basé exclusivement sur les devis et ne peut comporter d'estimatifs. Donc les devis obtenus à ce jour nous contraignent à modifier le plan de financement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'approuver la présente délibération qui abroge et remplace la précédente décision 09 de 2024, prise pour le même objet par le conseil municipal en date du 15 février 2024. Article 2, d'approuver les besoins prévisionnels estimés en matière de mobilier pour la future médiathèque, soit un montant de 128 047,33 € hors taxe de dépenses. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter tout financement nécessaire à l'achat de mobilier. Les subventions sollicitées seront les suivantes. Donc, Direction régionale des affaires culturelles pour la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques à hauteur de 40% du coût global hors taxe. Du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour l'aide à l'investissement pour la création, extension et réhabilitation de bibliothèques médiathèques à hauteur de 20% du coût global hors taxe. De la Caisse d'allocation familiale des Landes pour les dépenses liées à la seule partie du DOTEC, soit 23 307,34 € hors taxe, à hauteur de 25% de ce montant, soit 4,55% du coût global hors taxe, soit 5 826,84 €. Le tableau précise les dépenses et recettes attendues. A noter que la commune assurera sur fonds propres le reliquat des achats à hauteur de 35,45%, soit 45 392,09 € et préfinancera le montant de la TVA sur ces achats. Le montant des aides sollicitées pourra évoluer en fonction de l'évolution du projet, des devis, des réponses des financeurs, sans pouvoir toutefois dépasser le seuil de 80% de financement public sur cette opération. Article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et engager toute démarche nécessaire à l'application de la présente délibération. Et article final, Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public et Madame la maire adjointe en charge de la culture, communication et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour remplacement au contrôle de légalité préfectorale. Merci Philippe. On avait déjà évoqué le mobilier intérieur, mais je reprécise que le choix a été fait d'avoir une conception un peu originale et innovatrice d'une certaine manière, même si c'est un peu l'inverse qui est recherché, en l'occurrence pour le mobilier, puisqu'on va non pas aller chercher des meubles nouveaux, mais plutôt anciens, puisque l'idée c'est de faire du réemploi. Et quand vous voyez la ligne Catalpa, eh bien, en fait c'est une ligne où c'est du réemploi. C'est-à-dire qu'on a une personne, Jérémy, qui est une personnalité assez fabuleuse, qui fait le tour des recycleries, qui se balade un petit peu partout. Et par exemple, je peux déjà vous annoncer qu'on va avoir, par exemple, un canapé de chez Nestlé, qui ne servait plus chez Nestlé. Et bien nous, on le récupère, on le recustomise dans certains cas, pas dans tous, parce que des fois ils sont en parfait état. Et surtout, au lieu de payer 8 000 €, on le paye 800 €. C'est des vrais exemples que je vous donne. Donc c'est quand même aussi... voilà. Et évidemment, Hervé acquiesce. Et du coup, et après, la seconde particularité de l'aménagement intérieur, c'est quand vous voyez Sonia Laudet, c'est qu'on a pris une collaboration avec une artiste, qui est une artiste, on va dire... je perds mes mots. Non, c'est pas textile. Une artiste textile, c'est-à-dire qui manipule plutôt des œuvres avec, ça peut être des cadres, des coussins, enfin tout un tas de supports différents, mais qu'avec du textile. Sonia Laudet, qui est de Bayonne, et qui travaille étroitement d'ailleurs avec Jérémy également pour certains sujets. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, monsieur. Je reviens sur la précédente délibération parce que je pense qu'il y a une confusion dans ce que vous écrivez avec la problématique des droits. Quand on écrit que les photos, celles-ci pouvant également être utilisées par la commune pour la communication de la commune, ça ne veut pas dire qu'elles sont libres de droit. Ça ne veut pas du tout dire ça.
Donc moi je pense que dans la délibération, il faudrait bien préciser que les droits... Dans le règlement, surtout. Oui, préciser quelque part que... Voilà, parce que... Mais je sais pas ça, je connais pas le sujet sur la réglementation entre libre de droit ou que... Mais je pense que libre de droit, ça va être plus dur. C'est ça, oui. Oui, mais ça va être plus dur à obtenir. Ça dépend qui. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est pouvoir utiliser les photos Nous en matière de communication pour la commune Oui. et de manière peut-être exclusive. Oui. Si c'est de manière exclusive, Il faut c'est une céder. cession des droits. Tout à fait. Ok. On le précise, Laurent, tu le diras à Marina, qui le dira à Eziza. Est-ce que je vous propose de passer au vote là pour la première délibération sur le mobilier et les demandes de subvention? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, unanimité. Philippe, maintenant pour les extensions des horaires de la médiathèque où on va demander également du subventionnement. Oui, donc délibération 50, plan de financement et demande de subvention pour l'extension des horaires de la médiathèque. Donc l'agrandissement de notre médiathèque implique une augmentation du volume horaire d'ouverture pour ce premier lieu identifié culture à Saint-Martin-de-Seignance. Dorénavant, la médiathèque accueillera le public, mais aussi la crèche et les scolaires sur des temps dédiés pour un accueil adapté. Toutes les écoles de la commune ont accepté d'avoir un temps d'accueil à la médiathèque. On ne peut que se réjouir de cette avancée. La culture pour tous dès le plus jeune âge. Cet équipement sera désormais géré par 2 professionnels et toujours l'équipe de bénévoles indispensable à son bon fonctionnement. Cette augmentation du volume horaire engendre de nouveaux coûts pour la collectivité, recrutement d'agents, la programmation d'animation, la communication, le ménage, etc. L'État via la DRAC peut soutenir l'effort des communes pour l'extension des horaires. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, d'approuver le plan de financement ci-dessous précisant les besoins estimés liés à l'extension des horaires de la médiathèque communale, qui passeront de 13h30 hebdomadaire à 22h, ainsi que les demandes de subvention. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'État via la DRAC et dans le cadre de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques communales, une subvention de 70% sur les dépenses identifiées pour l'extension des horaires d'ouverture. La commune assurera sur fonds propres le reste à charge à hauteur de 30%, soit 6 914,54 € hors taxes, et préfinancera le montant de la taxe sur ces achats. Le montant des aides sollicitées pourra évoluer en fonction de l'évolution du projet, des devis, des réponses des financeurs, sans pouvoir toutefois dépasser le seuil de 80% de financement public sur cette opération. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et engager toute démarche nécessaire à l'application de la présente délibération. Et article final, Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public et Madame la maire adjointe en charge de la culture, communication et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour remplacement au contrôle de l'égalité préfectorale. Je rappelle à Monsieur Sabaté qu'il y a un coup à boire offert par le conseil municipal. Après, on ne va pas rentrer à 23h chez nous. Hein. Ben, je vais vite quand même, je ne peux pas aller plus vite. Hein. Bon résumé. Donc 13h, 22h. C'est ça qu'il faut retenir. C'est l'amplitude horaire qu'on propose aussi, parce qu'au travers de cette délibération, finalement, c'est aussi vous passer quelques informations sur cette future médiathèque, et donc du coup, elle sera ouverte dans un premier temps, parce que c'est peut-être... au public. Voilà. Parce qu'elle est ouverte de façon plus générale, comme on l'a indiqué, pour les publics particuliers. Ça va être ça la grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir des partenariats donc avec toutes les écoles, le collège, les crèches, les anciennes maternelles, sur des plages horaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et la même chose pour les acquisitions de la médiathèque, Philippe. Je vais essayer de faire vite. Une synthèse. Une synthèse. Ouais, alors, donc, délibération 51, plan de financement et demande de subvention pour les acquisitions de la médiathèque. Donc, le projet culturel, scientifique et non économique et social élaboré à l'occasion du lancement de notre projet d'agrandissement de bibliothèque en médiathèque définit des axes spécifiques qui ont un impact évident sur le choix des collections. Pour rappel, 4 axes avaient été développés: l'axe de la convivialité, l'axe numérique, l'axe artistique et culturel et l'axe transversal concernant l'accessibilité. En adéquation avec les axes de notre projet culturel, les collections se doivent d'être complétées, enrichies, renouvelées, voire créées. Je pense à la collection propre à la ludothèque, que l'on a souhaité en y voyant le jeu comme fédérateur. Je pense également à l'espace multimédia jeux, vidéo, pour se retrouver et partager des sensations. Le lien avec l'opérateur
opérateur culturel de la commune sera renforcée. En effet, une des missions fondamentales de la médiathèque, en complémentarité des actions de l'association Catache, sera d'accueillir des artistes afin de familiariser les usagers avec la création artistique hors les murs. Voilà. Enfin, la médiathèque organisera régulièrement des animations autour du handicap afin de sensibiliser son public pour faciliter l'accès à tout type de documents pour tous. Elle procédera à l'acquisition de documents spécifiques. 2 liseuses seront également disponibles pour le prêt. Un état des lieux a été réalisé pour définir au plus juste le budget pour l'acquisition des collections pour 2024 et 2025, avec le soutien financier de la DRAC sur ces 2 années. Donc après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver le plan de financement, d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de l'État via la DRAC les subventions sur les dépenses identifiées pour les acquisitions 2024 et 2025 à hauteur de 50%, soit 22 500 € hors taxe sur les 2 années, et la caisse d'allocation familiale des Landes pour les dépenses liées à la seule partie ludothèque, soit 3 950 € 24 à hauteur de 25% de son montant pour la seule année 2024, soit 2,19% du coût global hors taxe 2024-2025, soit 987,81 € hors taxe. Non, c'est là, il y a un souci, c'est 3 987. 3987. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, pardon, j'avais pas compris. La commune assurera sur fonds propres les restes à charge à hauteur de 47,80%, soit 21 512,19 € hors taxe sur les 2 années 2024 et 2025, et préfinancera le montant de la TVA sur ces achats. Le montant des aides sollicitées pourra évoluer en fonction de l'évolution du projet, des devis, des réponses des financeurs, sans pouvoir toutefois, comme d'habitude, dépasser le seuil de 80% du financement public sur cette opération. Donc article 3, je vous en fais grâce, et l'article final aussi. Merci Philippe pour cette belle synthèse. Donc du coup, en tout cas, moi je me faisais la réflexion en me disant, j'ai la chance de participer un peu à toutes les étapes, mais qu'est-ce qui me tarde que ce lieu ouvre, parce que vraiment, vous allez voir, ça va être... Quand je vois la quantité de travail, ça me permet de remercier Serge qui est derrière moi et qui fait des tas de dossiers, mais au moins, parce qu'en fait, la vérité c'est que c'est bon, hein, ça, ces subventions, on va les avoir. Par exemple, quand on demande 50% de DGD à la DRAC, c'est qu'en fait, on sait officieusement qu'on va les avoir. Hein, ça. Oui, il me confirme. Oui, il est toujours méfiant, ça. Mais voilà, donc, et d'ailleurs, je remercie la DRAC, qui est un partenaire fabuleux, qui est venu sur place, et le directeur de la DRAC de Bordeaux est venu directement à Saint-Martin-de-Seignance visiter le chantier. Enfin, il s'est investi, et heureusement, on l'a fait venir aussi, il faut dire. On savait que s'il venait après... Julien, si tu es trop bavard, je peux détailler. Hein. Ah, pardon. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et du coup, pour terminer, la charte documentaire de la médiathèque communale à venir. Philippe. Donc, la charte documentaire de la médiathèque communale de Saint-Martin-de-Seignance formalise les bases et les principes généraux de la politique d'acquisition, du développement et de gestion des collections de l'établissement. C'est un document de référence à destination du public, des autorités de tutelle et des professionnels des médiathèques. La charte documentaire expose les principes généraux et missions des bibliothèques et médiathèques, les responsabilités et modes de fonctionnement, les principes généraux des acquisitions, les différents critères d'acquisition examinés et la conservation des documents. Cette charte documentaire sert de guide pour les professionnels, de support d'information et de communication envers les usagers en fonction des évolutions des pratiques sociales, culturelles et technologiques et des attentes des publics. Cette charte documentaire sera régulièrement mise à jour et adaptée. En favorisant l'accès du citoyen à l'information et au savoir, la charte documentaire s'inscrit pleinement dans la politique culturelle de la commune de Saint-Martin-de-Seignance. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver article 1, de favoriser sa diffusion auprès d'un large public, article 2, article 3, d'autoriser monsieur le maire, et l'article final, je vous en fais grâce. Merci Philippe. Bon, voilà des chartes classiques pour un lieu comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et délibération, la dernière délibération de la soirée sur un sujet important, c'est l'aide à la mobilité internationale, un dispositif qu'on avait mis en place il y a 2 ans et du coup qu'on va légèrement peaufiner. Laurence Gutiérrez. Oui. Donc le conseil municipal a mis en... Pardon. Le conseil municipal a mis en place en 2021 un dispositif d'aide à la mobilité internationale.
il nous est apparu pertinent de réviser les conditions d'attribution de cette aide afin de répondre plus justement aux demandes et susciter de nouvelles mobilités à l'étranger. Ce sont 9 jeunes qui ont ainsi été aidés depuis l'installation de ce dispositif, donc en 2021. Donc, considérant que le dispositif d'aide à la mobilité internationale fonctionne bien mais demande à être ajusté pour répondre pleinement aux demandes et aux premiers retours de terrain, considérant qu'à ce titre, les modifications suivantes sont proposées. Ajout de possibilités d'aide à hauteur de 50 € pour une semaine et 100 € pour 2 semaines ou plus, les autres montants restant identiques, je vous les donnerai plus tard si vous les voulez. Possibilité de modulation des aides selon le type de mobilité et le projet, volontariat, bénévolat, stage, séjour linguistique, selon l'avis du jury, et abaissement de la condition d'âge minimale des bénéficiaires de 18 à 16 ans pour permettre de toucher aussi les lycéens. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver les modifications ci-dessus au dispositif d'aide à la mobilité pour les jeunes de la commune, de mettre à jour le dossier de présentation du dispositif ainsi que tout document afférent, et d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document pour mettre à jour ce dispositif. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ces légères modifications, hein, c'est pas non plus, ça ne va pas transformer le dispositif? Non. C'est surtout sur les lycéens. Bon, ça pouvait des fois exclure, donc c'est toujours bien. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération finale. Il n'y a pas eu de questions diverses, ni d'informations et ni de décision du maire. Le prochain conseil municipal aura lieu, alors il y a un petit doute, il aura lieu fin mai, début juin, mais c'est un peu tôt pour vous confirmer la date exacte de ce prochain conseil municipal. Je vous remercie à tous pour la qualité de nos échanges. Bonne soirée.